Sabah al-Khair. Est-ce que vous me voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. صباح Oui. الخير monsieur McQueen. Oui, monsieur. Oui, Je monsieur. suis à 97 participants. Nous allons attendre encore quelques instants avant de démarrer notre cours. Le son est clair, il n'y a pas de problème, et l'image aussi. Oui, Oui, monsieur, pas le de son problème, est clair. monsieur. Eh ben, c'est très bien. Donc, on attend un peu, et puis on démarre. C'est bon? Vous me voyez maintenant? Oui, monsieur. Bien, mes chers étudiants, Sabah al-Khair. Je vous retrouve avec plaisir pour continuer notre cours. Lors des dernières séances, nous avons traité l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie et nous avons précisé que cette évolution s'inscrit dans le cadre d'une logique précise, en l'occurrence une nécessité économique, dans le sens où cette évolution s'imposait pour permettre un accroissement du niveau des échanges et un accroissement du niveau de l'activité économique. Il s'agissait donc d'une analyse de la réalité de la monnaie, une analyse concrète de la monnaie, une analyse concrète de la monnaie qui nous a permis de tracer l'évolution historique. Dans le cadre du chapitre 2, il nous appartient de préciser comment cette monnaie a été conçue d'un point de vue théorique. En fait, le chapitre 2 concerne les différentes approches théoriques de la monnaie. Chapitre 2, les différentes approches théoriques de la monnaie. Avant d'entamer le chapitre proprement dit, il appartient d'abord de préciser ce qu'on entend par théorie. La théorie est une abstraction du réel. La théorie va essayer de conceptualiser une variable économique ou bien un phénomène économique. Elle va donc s'appuyer sur un certain nombre d'hypothèses et à partir de là, elle va définir telle ou telle variable, tel ou tel phénomène économique.
En ce qui concerne ce chapitre, là encore, et à l'instar du chapitre 1er, nous avons la possibilité de dire que la monnaie a fait l'objet de plusieurs approches, de tout un ensemble d'approches qui, historiquement, peuvent être énoncées de la façon suivante. Nous avons d'abord l'approche classique, suivie par l'approche marxiste, puis l'approche néoclassique et l'approche keynésienne et post-keynésienne. On peut donc considérer que la monnaie, la variable monnaie, a fait l'objet de plusieurs approches classiques, marxistes, néoclassiques, keynésiennes et post-keynésiennes. La question que l'on peut se poser est la suivante: faut-il se limiter à énoncer ces différentes approches, à en préciser le contenu, ou bien faut-il les inscrire dans le cadre d'une autre démarche? Une autre démarche qui, là encore, nous incite à mener une réflexion et non pas uniquement une analyse descriptive de ces différentes approches. Quand on jette un regard, quand on survole l'histoire de la pensée économique, on se rend compte en fait que les différentes théories qui se sont intéressées à la monnaie mettent en avant deux points essentiels. Nous avons d'un côté des théories qui opèrent une dichotomie, une séparation entre, d'une part, le champ réel et le champ monétaire. Donc, je répète, un ensemble de théories qui opèrent une dichotomie entre le champ réel et le champ monétaire, et d'un autre côté, un certain nombre de théories qui considèrent qu'il existe une relation directe entre les deux champs, c'est-à-dire le champ réel et le champ monétaire. Je m'explique. Nous avons d'un côté, en fait, un certain nombre d'approches théoriques, et plus particulièrement, plus précisément, l'approche classique et l'approche néoclassique qui considèrent que la monnaie n'a pas d'influence sur l'économie réelle. Je répète, l'école classique et néoclassique considèrent que la monnaie n'exerce aucune influence sur l'économie réelle. Et de ce fait, ils considèrent qu'il n'y a pas de relation entre, d'une part, la sphère réelle et, d'autre part, la sphère monétaire. La monnaie détermine uniquement le niveau général des prix. D'un autre côté, nous avons un certain nombre d'approches théoriques qui considèrent qu'il existe une relation nette entre, d'une part, la sphère réelle et la sphère monétaire, et en conséquence, la variable monnaie exerce une influence sur le réel, sur le champ réel, sur l'activité économique. Que faire devant cette constatation? Peut-on traiter les théories monétaires en les inscrivant dans leur contexte historique, c'est-à-dire en démarrant par l'approche classique, marxiste, néoclassique, keynésienne et post-keynésienne, ou bien faut-il les inscrire dans une autre logique? J'ai opté pour le deuxième point, pour la deuxième démarche, en ce sens que, dès le départ,
nous allons considérer qu'il existe un certain nombre de théories monétaires qui considèrent que la monnaie est neutre, que la monnaie est passive et qu'en conséquence, elle n'exerce aucune influence sur le champ réel, sur l'activité économique. C'est un simple instrument d'échange. D'un autre côté, nous allons traiter les théories monétaires qui considèrent que la monnaie exerce une influence sur le champ réel et, de ce fait, elle est active. Nous allons donc construire notre second chapitre autour de cette problématique, neutralité ou passivité de la monnaie d'un côté et de l'autre côté, activité de la monnaie. Nous allons regrouper dans le premier point, c'est-à-dire les théories économiques qui considèrent que la monnaie est neutre ou passive. Nous allons regrouper la théorie classique et la théorie néoclassique. Nous allons démontrer tout au long de notre exposé dans quelle mesure ces deux théories, classiques et néoclassiques, considèrent que la monnaie est passive, que la monnaie est neutre et qu'en conséquence, elle n'exerce aucune influence, aucun impact sur le champ réel, et en d'autres termes, elle n'exerce aucun impact sur l'équilibre général. D'un autre côté, nous allons regrouper les théories marxistes, keynésiennes et post-keynésiennes. Théories qui considèrent que la monnaie est active et qu'en conséquence, elle a un impact, une influence sur le champ réel. Elle peut être équilibrante, voire déséquilibrante. Elle est active. Nous allons donc retenir le plan suivant de notre chapitre. 1. Les théories qui considèrent que la monnaie est passive ou neutre. 2 points, théorie classique et néoclassique. Et deuxième partie de notre chapitre, va regrouper les théories marxistes, keynésiennes et néo-keynésiennes. Théories qui considèrent que la monnaie est active. Voilà donc le plan de ce chapitre. Et je vous signale, mesdemoiselles et messieurs, que cela constituera le deuxième thème de notre examen. Vous avez constaté que dès le départ, je m'inscris dans le cadre d'une méthodologie précise, à savoir que dès le départ, je me donne comme problématique neutralité ou passivité de la monnaie et activité de la monnaie. Ce sera l'objet de notre deuxième thème qui pourrait faire l'objet de votre examen. Vous constatez donc que dès le départ, je me mets dans une optique précise qui renvoie, en fait, qui est constituée par deux volets. Un, une formation, une transmission de connaissances, mais une transmission de connaissances dans un cadre méthodologique bien précis. Y a-t-il des questions à ce sujet, s'il vous plaît? Non, monsieur. C'est bon? C'est clair? Oui. Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter dans quelle mesure on peut considérer la monnaie est passive et n'exerce aucun impact sur l'équilibre? Aucun, Rien? aucun impact, pas aucune. Aucun impact sur l'équilibre? Aucun S'il vous impact. plaît, une question. Attendez, laissez-moi répondre d'abord à Fatem Zahra, s'il vous plaît. Aucun impact, j'ai bien aucun impact sur le champ réel, sur l'équilibre général. Général. D'accord, merci beaucoup. Oui, Fouad. S'il vous plaît, quelles sont les écoles qui considèrent la monnaie
et neutre. Assi Fouad. Amoulay Fouad. Assidi Fouad. Sidi ou Moulay Fouad. C'est ce que nous avons traité maintenant. Monsieur, j'ai un problème de connexion, monsieur. Fouad, vous avez toujours. Donc, c'est vous le kamikaze, je pense. Oui, oui. Toujours, j'ai un problème de connexion, monsieur. Et vous avez toujours un problème de connexion. C'est une façon de m'obliger à vous inviter à venir chez moi assister au cours. Marhaba bika, Fouad. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Alors, essayez de régler, Fouad, essayez de régler, s'il vous plaît, votre Oui, problème de monsieur, connexion. je vais essayer. Oui. D'accord? Oui. Merci. Bien. Alors, nous allons entamer donc notre travail. Et avant, là encore, d'entamer notre analyse de la neutralité, passivité ou activité de la monnaie, il y a lieu de préciser une chose, un élément très important. Ces théories, quelles qu'elles soient, classiques, néoclassiques, marxistes, keynésiennes ou néo-keynésiennes, ne peuvent être comprises, ne peuvent être appréhendées, assimilées que si et seulement si on les inscrit dans leur cadre socio-historique. On ne peut pas se limiter à dire pour les classiques, la monnaie est neutre passive, et il en est de même pour les néoclassiques, puis dire qu'elle est active pour Marx, pour les keynésiens et les néo-keynésiens. Il y a lieu de trouver quelques explications à ces conceptions. Comment se fait-il que les classiques et les néoclassiques aient opté pour la neutralité et la passivité de la monnaie? Et comment se fait-il que Marx, keynésien ou les néo-keynésiens aient opté pour le rôle actif de la monnaie? Il y a toute une série d'explications à cela. Et c'est pour cela que toute théorie ne peut être comprise que si on prend en considération un certain nombre d'éléments. Premier élément, s'il vous plaît, que je vous demande de marquer, c'est le contexte socio-historique. Toute théorie n'a de sens que si on l'inscrit dans son contexte socio-historique. Et cela est extrêmement important. Et je vous expliquerai quoi. Deuxième point important. Toute théorie s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Et ce sont ces hypothèses qui permettent de comprendre le raisonnement tenu par telle ou telle théorie. Nous avons donc le contexte socio-historique. Nous avons les hypothèses de base qui permettent de comprendre le raisonnement mené par telle ou telle école. Et troisième point important à mon sens, c'est la dimension idéologique de telle ou telle théorie, de tel ou tel discours. La compréhension donc de la théorie classique, néoclassique, marxiste, keynésienne ou néo-keynésienne nécessite dans un premier temps la précision du contexte socio-économique, historique bien entendu. Deux, les hypothèses adoptées pour mener le raisonnement en matière monétaire. Et trois, la dimension idéologique. Nous allons donc entamer notre travail, notre première partie, par l'approche classique. Approche qui considère que, encore une fois, la monnaie est passive ou neutre. Premier point à mettre en évidence, s'il vous plaît, c'est le contexte socio-historique dans lequel est née cette approche. L'école classique
est né vers la fin du XVIIIe siècle. Et certains économistes la datent avec la parution de l'œuvre d'Adam Smith en 1776, œuvre intitulée « De la richesse des nations ». Richesse des nations. 1776, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Quelles sont les caractéristiques de cette période? Et de façon très succincte, de façon très brève, parce qu'il ne m'appartient pas de faire un cours d'histoire des faits économiques et sociaux. Deuxième moitié du XVIIIe siècle correspond à l'avènement de la première révolution industrielle. La première révolution industrielle date de 1750. Cela constitue un point important. Pourquoi? Tout simplement parce que on parle de révolution industrielle en ce sens qu'il s'agissait d'un processus qui a révolutionné, qui a radicalement transformé le processus de production, tant au niveau de l'agriculture qu'au niveau de l'industrie. Et cela, suite à un certain nombre de découvertes techniques, telles que la machine à vapeur, le métier à tisser, des découvertes techniques qui ont permis d'accroître la production industrielle, et qui donc ont pu générer une croissance économique. Une croissance économique se caractérisant entre autres par la naissance et le développement de la classe ouvrière. Au niveau de l'agriculture, on a assisté au remembrement des terres, c'est-à-dire au regroupement des terres, ce qui est à la mécanisation de l'agriculture, ce qui a permis, là encore, d'accroître la production agricole, d'une part, et de libérer une partie de la main-d'œuvre qui s'est dirigée vers le secteur industriel. Donc, premier élément important, correspondant à l'école classique, c'est la première révolution industrielle que je viens de caractériser de façon très insuffisante, je l'admets. Mais nous ne sommes pas dans le cadre d'un cours d'histoire des faits économiques et sociaux. Deuxième point important, c'est que cette école s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Et je vous demande, s'il vous plaît, mesdemoiselles et messieurs, de tenir compte de ces hypothèses parce qu'elles sont déterminantes dans la compréhension de la démarche classique. Première hypothèse, l'équilibre économique est général et automatique. Équilibre économique général et automatique. Cela signifie que le système économique, dans son ensemble, se caractérise par un équilibre économique. Premier point, un équilibre économique qui peut être matérialisé par l'égalité entre l'offre globale et la demande globale.
Je répète, un équilibre général automatique correspondant à une égalité entre l'offre globale et la demande globale. C'est le premier point. C'est un équilibre général automatique. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de déséquilibre. Il ne peut y avoir de déséquilibre économique. Et quand survient un déséquilibre, celui-ci est de courte période et il se résorbe de lui-même. Je répète, je vois que Besma n'a pas bien compris. Je répète, c'est pour ça que c'est bien de vous voir sur Merci, écran. monsieur. Mais je vous en prie, je vous en prie. Donc c'est pour ça que c'est bien de vous voir sur écran parce que ça me permet de voir si mon message passe ou pas. Donc Fouad, Fatem Zahra, Houda, Mariam, bon, j'ai Saïd Oukchiren qui est tout à l'heure sur écran, c'est bien. Rester sur écran, c'est bien. Ça me permet de voir si ma vitesse de discourir est bonne et si donc vous arrivez à suivre ou pas. Donc, merci Selma. Donc, j'ai vu à votre tête que vous n'avez pas bien compris, ben, je suis là pour reprendre. Et j'invite tous les étudiants, s'il vous plaît, à m'interpeller quand ils ne comprennent pas. Je suis là pour ça. Hein. Nous allons prendre notre temps, tout notre temps, encore une fois, mais il faut que tout ce qui est traité soit compris. Donc, je répète, nous sommes en présence d'un équilibre général automatique. Cela signifie qu'il y a persistance de l'équilibre. Le système économique se caractérise toujours par un équilibre général. Il peut enregistrer un déséquilibre, mais ce déséquilibre est de courte période. Ce déséquilibre est de courte période, c'est-à-dire qu'au bout d'un laps de temps très court, il se résorbe et on retrouve la situation initiale, c'est-à-dire l'équilibre général. Donc, première hypothèse, un équilibre économique général et automatique. Deuxième hypothèse, extrêmement importante, un équilibre social. Un équilibre social signifie que le système économique, dans son ensemble, se caractérise par une cohésion sociale. Il se caractérise par une cohésion sociale. On entend par cela le fait qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de contestation de l'ordre social établi. L'intérêt général correspond à la somme des intérêts individuels ou particuliers. Je répète, équilibre général automatique, 2, équilibre social correspondant, je le répète, à une certaine cohésion sociale. Monsieur, Je vous écoute. s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire cohésion sociale? Cohésion sociale signifie, cohésion sociale signifie qu'il n'y a pas de remise en cause de cet ordre social. C'est-à-dire que l'ensemble des agents économiques vivant dans un espace déterminé vivent en harmonie. Il n'y a pas de contestation de l'ordre social. La somme des intérêts individuels
correspond à l'intérêt général. Vous avez compris, Esma? Oui, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, nous avons donc un équilibre général, automatique. Nous avons un équilibre social. Troisième élément extrêmement important que je vous demande de retenir, c'est le déterminisme naturel. Déterminisme naturel. Que signifie déterminisme naturel? L'école classique s'appuie sur un élément important, qui est le suivant. Le système économique ainsi que le système social sont régis par le principe de la main invisible. Je répète, le système économique ainsi que le système social sont régis par le principe de la main invisible. En d'autres termes, l'adoption des deux premières hypothèses, équilibre général automatique et équilibre social, peuvent être énoncées autrement. Le système capitaliste de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle est naturellement équilibré. L'équilibre automatique et général, l'équilibre économique automatique et général, ainsi que l'équilibre social sont naturels. Tout simplement parce que le système est assujetti au principe de la main invisible, parce que le système dans son ensemble est régi par la main invisible. L'adoption de ce principe de main invisible permet en fait de tout expliquer, en ce sens que quand on se pose la question, et là j'ai une première réponse à Fouad, une première question relative à l'équilibre économique automatique. Pourquoi y a-t-il équilibre? Réponse, c'est ainsi. C'est-à-dire que je ne donne pas de réponse. Quand je dis c'est ainsi, c'est une façon de préciser. L'équilibre est automatique parce que le système est régi par une main invisible. Il ne s'agit pas d'explication scientifique. L'adoption du principe de la main invisible permet à l'école classique d'expliquer tout un ensemble de phénomènes économiques. C'est en fait une puissance naturelle qui régit le système. L'explication est renvoyée à cette puissance naturelle, à cette puissance naturelle représentée par la main invisible. Le système est régi par la main invisible. Je retiens donc 1, équilibre général automatique, 2, équilibre social, 3, équilibre général. 3, principe de la main invisible. Principe de la main invisible. Dernier point important à mettre en évidence, et là encore de façon très rapide, c'est la dimension idéologique de ce discours. Le discours classique, Rizlan, quel est le point que vous n'avez pas bien compris? S'il vous plaît, Rizlan, intervenez directement plutôt que de m'envoyer un message pour une raison simple, Rizlan, c'est que je n'ai pas un texte que j'ai appris par cœur, d'une part,
D'autre part, je n'ai pas, comment dire, un slide que je suis en train de lire devant vous, que j'ai tiré de Google. Non, je mène un raisonnement devant vous. Donc, quand je vois apparaître sur l'écran un message, ça me perturbe un peu. Donc, s'il vous plaît, Rizlan, posez votre question de vive voix. Je vous écoute, je suis là pour vous répondre. Alors, je disais donc le troisième point important, c'est la dimension idéologique de ce discours. La révolution industrielle de la deuxième, qui a caractérisé le monde européen, en particulier au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a permis l'émergence d'une nouvelle classe sociale. C'est la classe capitaliste. C'est la bourgeoisie industrielle. Et le discours de l'école classique peut être considéré comme étant un discours qui essaie de protéger les intérêts de cette classe. C'est un discours qui peut être considéré comme étant un discours, le porte-parole. L'école classique peut être considérée comme étant le porte-parole de la bourgeoisie montante, de la classe capitaliste en pleine constitution. Et de ce fait, l'ensemble des éléments que nous serons amenés à préciser dans le cadre de ce point, donc l'approche théorique classique, doivent s'inscrire dans cette logique. Donc, quand un étudiant comme Fouad me pose la question tout à l'heure à propos de la neutralité de la monnaie, qu'est-ce qu'une monnaie neutre? Nous allons le démontrer. C'est une monnaie qui n'exerce aucune influence sur le champ réel. Très bien. C'est d'un autre côté une monnaie qui sert uniquement d'instrument d'échange et d'instrument de mesure de la valeur bien échangée. À partir de là, s'impose la prise en considération des trois éléments que je viens de déterminer pour comprendre pourquoi l'école classique s'est limitée à préciser que la monnaie est passive ou neutre. Je vous demande donc, mesdemoiselles et messieurs, d'inscrire votre analyse de l'école classique, de l'approche monétaire classique, dans ce cadre. Et nous en ferons de même pour les théories qui suivent. La théorie classique de la monnaie peut prendre comme point de départ l'analyse d'Adam Smith. Adam Smith qui a considéré que la monnaie permet uniquement de faire circuler la richesse. C'est un instrument qui permet uniquement de faire circuler la richesse. Désactivez votre micro, s'il vous plaît, mademoiselle. Adam Smith, je répète, considère que la monnaie est un instrument qui permet uniquement de faire... Monsieur, Attendez, je termine et je vous donne la parole, Houda. Il s'agit donc d'un instrument qui permet uniquement de faire circuler la richesse et donc un instrument qui assure une fonction, à savoir intermédiation des échanges. Et de ce fait, découle la deuxième fonction, un instrument de la valeur, de mesure de la valeur des biens échangés.
pour lui. Alors, il y a une question de Houda. Vous voulez poser la question, Houda? Houda? Bien, je continue. Bonjour, Hafsa. Bonjour monsieur. Al-Khair. Après, monsieur. La dernière séance, vous n'aviez pas votre foulard, donc refus de vous faire filmer. Bon, donc vous avez eu le temps de le mettre maintenant. Ah ben, c'est bien. Merci monsieur. Heureux de vous voir, Hafsa. Et encore une fois, merci pour tous les efforts que vous fournissez en faveur de vos camarades. Je suis vraiment très agréablement surpris par tout le travail que vous fournissez. C'est mon devoir, monsieur, avec plaisir. Bravo, bravo. Merci, monsieur. Merci. Donc, pour Adam Smith, la monnaie est un instrument qui permet de faire circuler la richesse. Il s'agit là encore d'une analyse qui opère une dichotomie, une séparation entre le champ réel et le champ monétaire. Il s'appuie sur le champ réel, sur l'économie réelle, qui est fondée sur la valeur travail, en précisant que par la suite, l'introduction de la monnaie est sans importance. L'introduction de la monnaie permet uniquement de mettre en évidence qu'il s'agit d'un instrument qui permet la circulation de la richesse, qui permet l'échange des biens. C'est un instrument, encore une fois, dont la fonction principale est l'intermédiation des échanges. À partir de là, un certain nombre d'économistes classiques ont essayé de développer cette idée. Le premier à l'avoir développé, après Adam Smith, est Jean-Baptiste Say. Le premier à avoir développé l'idée de Smith, idée ou conception qui considère que la monnaie est un simple instrument d'échange, c'est Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, qui a en fait précisé sa conception à travers une loi, la loi des débouchés. Jean-Baptiste Say a donc repris la conception d'Adam Smith, qui considère que la monnaie est un simple instrument d'échange, et ce dans le cadre de la loi des débouchés, qui stipule que la monnaie n'est qu'un simple voile qui masque la réalité des échanges. Je répète, la monnaie n'est qu'un simple voile qui masque la réalité des échanges, puisque les produits s'échangent contre des produits. La monnaie, je répète, n'est qu'un simple voile qui masque la réalité des échanges, puisque les produits s'échangent contre les produits en se servant mutuellement de débouchés. En se servant mutuellement de débouchés. Monsieur, monsieur, vous pouvez... Oui, Selma, je reviens. Attendez, je répète. Je vais répéter. La monnaie, je répète, la monnaie n'est qu'un simple voile qui masque la réalité des échanges, puisque les produits
s'échangent contre les produits. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. La monnaie n'est qu'un simple voile qui masque la réalité des échanges, puisque les produits s'échangent contre les produits. Je m'arrête là pour préciser un élément clair dans le cadre de cette loi. C'est que l'échange, en fait, est un échange de biens contre biens. Les produits s'échangent contre les produits. L'échange est un échange de biens contre biens. Et la monnaie n'est là que pour faciliter cet échange. La monnaie est là uniquement pour faciliter cet échange qui est, dit Jean-Baptiste Say, un échange de biens contre biens. En fait, c'est un troc déguisé. C'est un troc déguisé. L'échange est un échange de biens contre biens qui s'effectue grâce à la monnaie. Et c'est la différence essentielle par rapport au troc. La réalité des échanges, dit Say, est que celui-ci est un échange de biens contre biens et la monnaie intervient uniquement pour le faciliter. Ça, c'est le premier point. C'est un voile qui masque la réalité. Deuxième aspect important de cette loi, les produits s'échangent contre les produits puisqu'ils se servent mutuellement de débouchés. Ils se servent mutuellement de débouchés. Cela signifie que le système est équilibré. Ils se servent mutuellement de débouchés dans la mesure où tout produit offert a en contrepartie une demande. Toute offre fait l'objet d'une demande. Et donc, le système est équilibré. Toute offre crée sa propre demande. Je reprends donc la loi des débouchés stipule que la monnaie est un voile qui masque la réalité. Parce que les échanges sont des échanges de biens contre biens, la monnaie intervient uniquement pour les faciliter. Premier point. En conséquence, la monnaie ne peut être demandée pour elle-même. C'est un simple instrument d'échange. Et on retrouve l'idée d'Adam Smith qui facilite la circulation des richesses. Deuxième point, c'est un voile qui masque la réalité des échanges, qui sont des échanges bien contre bien, et les produits, tous les produits, se servent mutuellement de débouchés. Et cela dans le cadre d'un système parfaitement équilibré. Monsieur, Attendez, Mélim, l'offre globale est égale à la demande globale, puisque les produits se servent mutuellement de débouchés. Si on retient cela, il est possible de dire que la monnaie est neutre. Elle est neutre tout simplement parce qu'elle n'exerce aucun impact sur l'équilibre général. Tout ce qui est offert est demandé. Tout ce qui est offert est demandé. La monnaie intervient uniquement pour faciliter les échanges. Et l'offre globale est égale à la demande globale, tout simplement parce qu'il s'agit d'échanges de biens contre biens. L'intervention de la monnaie s'inscrit dans le cadre d'une facilitation de l'échange, et uniquement dans ce cadre.
le cadre d'une facilitation de l'échange. Il est possible alors de dire que la monnaie est la contrepartie de la circulation réelle des marchandises. La contrepartie de la circulation réelle des marchandises. Tout simplement parce qu'elle assure une fonction et une seule, l'intermédiation des échanges, la facilitation de la circulation des richesses. Deuxième point important à retenir, cette monnaie est neutre ou passive. Simplement parce qu'elle n'affecte absolument pas l'équilibre général. Elle n'affecte pas l'équilibre général, elle n'exerce aucune influence, aucun impact sur l'équilibre général. De ce fait, elle est neutre ou passive. Et je précise, et c'est juste une parenthèse, la monnaie peut être thésaurisée. Tout simplement parce qu'elle n'assure pas la fonction de réserve de valeur. Que c'est clair? Y a-t-il des questions? Monsieur, s'il vous plaît, la monnaie peut-être? Monsieur, la monnaie peut-être? Comment ça peut être? Monsieur, puisque la monnaie n'assure pas la réserve de valeur, alors il peut être? Ne peut être thésaurisé, épargné. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Des questions à ce niveau-là? Oui, Monsieur, tout offre crée sa propre demande. On est toujours dans l'équilibre. bien entendu. Quand on précise que toute offre crée sa propre demande, cela signifie même que le système est équilibré. D'accord. D'autres questions? Monsieur? Monsieur? Je vous écoute. S'il vous plaît, à propos de le déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, quelle est la durée maximale de ce déséquilibre? Fatem Zahra, c'est bien ça? Donc, Fatem Zahra, c'est pas un problème. On parle de courte durée, de courte période. Et quand on parle de courte durée ou de courte période ou de court terme, en général, ça peut être une année, 2 ans maximal. C'est le court terme. D'accord? Mais, Fatem Zahra, je vous invite à vous inscrire dans un autre mode de réflexion. Ce qu'il faut retenir, l'idée essentielle, c'est que tout déséquilibre est passager, tout déséquilibre est éphémère, et que s'il survient, il va se résorber de lui-même et que l'on va retrouver rapidement l'équilibre. C'est bon, Fatem Zahra? Monsieur, Oui, Monsieur, j'ai est-ce une que question. oui. Qui est à l'appareil, là? Imen, c'est ça? Iman Mourad, oui. Oui, Imen, Monsieur, allez-y. est-ce que l'approche classique se base sur la demande, l'offre crée sa demande, toute l'approche classique? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, s'il vous plaît. J'ai dit, est-ce que l'approche classique, toute l'approche classique se base sur l'approche créer sa propre demande ou juste Jean-Baptiste C. Alors, je vous réponds
Imen, de façon très simple. Imen, je ne vous entends plus. Oui, monsieur. Je vous réponds de façon très simple. Référez-vous aux hypothèses de base que nous avons énoncées. Dans le cadre de ces hypothèses de base, nous avons précisé que le système économique est naturellement et automatiquement équilibré. Cela signifie que l'offre globale est égale à la demande globale. Si on retient cette hypothèse humaine, c'est clair que tous les auteurs classiques, tous les économistes classiques adoptent cette démarche, considèrent que l'équilibre économique et social est d'une part naturel, d'autre part général et enfin automatique. L'automaticité de l'équilibre général humain, en tant qu'hypothèse de base, signifie que toute l'école classique, s'appuie sur cette hypothèse et donc adopte la loi des débouchés de Jean-Baptiste C. Est-ce que c'est clair, Imen? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Je vous en prie. Monsieur, j'ai une question pour vous. Fadal, Si Mohamed, allez-y. Parce que, monsieur, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre parfait? Un équilibre? Parfait. Si Mohamed, nous allons voir dans le cadre de l'approche néoclassique que l'une des hypothèses de base est la concurrence pure et parfaite. Et une concurrence pure et parfaite sur un équilibre parfait. Mais, je vous demande, Si Mohamed, et vous tous, de retenir les suivants. Nous sommes dans le cadre d'une réflexion théorique qui peut être en décalage par rapport à la réalité, parce que, Si Mohamed, il n'y a pas d'équilibre parfait. Mieux que cela, nous allons voir, dans le cadre de la deuxième partie de ce chapitre, qu'en fait, le système économique que nous sommes en train d'analyser est loin d'être équilibré. Bien au contraire, il est en déséquilibre permanent. Et c'est pour cela d'ailleurs que Marx, les keynésiens et les néo-keynésiens vont considérer que la monnaie est active. Il n'y a pas, dans les faits, vous avez raison, Si Mohamed, il n'y a pas d'équilibre. Mais aujourd'hui, maintenant, comme nous sommes en train de traiter l'école classique, cette école classique stipule que le système est équilibré. Donc nous allons retenir cette hypothèse. Mais Si Mohamed, pour conforter cette hypothèse, et je comprends votre question, pour la conforter, qu'est-ce qu'on se donne comme outil de réflexion, comme base de réflexion? C'est le déterminisme naturel. Cela signifie que le système est équilibré, mais naturellement équilibré. Et à partir du moment où on considère qu'il est naturellement équilibré parce que régi par une main invisible, régi par une puissance naturelle, en fait, on n'explique rien. Ce qui me permet de dire, de répéter ce que j'ai dit souvent, ce qui existe, existe parce que ça existe. Est-ce que vous comprenez ma démarche? Oui, Ce monsieur. qui existe, existe parce que ça existe. Et en fait, quand je dis parce que ça existe, je renvoie l'explication à l'ordre naturel, je renvoie l'explication à la puissance naturelle, je renvoie l'explication à la main invisible. Et donc, on va retenir que pour l'école classique, Si Mohamed, l'école classique, le système est équilibré, naturellement équilibré, parce que régi par l'ordre naturel, parce que régi par la main invisible. Mais les faits sont autres. Et c'est là qu'intervient, et ce sera d'ailleurs quand je terminerai l'approche classique,
Parce qu'on va se poser la question, mais comment se fait-il que l'on ait adopté ces hypothèses? Ce sont ces hypothèses-là que nous avons émises dès le départ qui permettent de faire tourner le modèle théorique, de le rendre crédible, entre guillemets. Je me permettrai de dire, non pas crédible, mais logique. L'explication est logique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il vous renvoie à l'ordre naturel. Mais à partir du moment où on vous renvoie à l'ordre naturel, on n'explique rien. Et ça, c'est la force, si vous voulez, de l'école classique. Mais seulement, on ne peut pas s'arrêter là. On va dire pourquoi? Ben, tout simplement, c'est parce que le système avait besoin d'un discours économique qui lui donne une certaine légitimité. Et là, on reste au niveau théorique, mais au niveau pratique, au niveau réel, et c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Ce qui existe, existe parce que ça existe, et donc je renvoie mon explication à l'ordre naturel, je renvoie mon explication à la main invisible, tout simplement parce que le capitalisme se développe, et il se développe en partie grâce aux inégalités sociales. Mais des inégalités sociales que l'on va justifier par l'ordre naturel. C'est ainsi. Point. Et quand vous dites c'est ainsi, vous n'expliquez rien. Est-ce que vous m'avez compris, M. Mohamed? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci Non, beaucoup. si, je vous en prie. D'autres questions? Monsieur, j'ai une autre question. Allez-y, allez-y, c'est bien. Allez-y, écoutez. Je suis là, s'il vous plaît, attendez, pour tout le monde. Attendez. Je suis là pour tout le monde, pour répondre à vos questions. Je constate que seul un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants posent des questions. Alors, j'aurais voulu qu'il y ait, enfin, j'y vois les mêmes noms qui reviennent chaque fois. Bien, alors j'aurais souhaité que d'autres interviennent. Bon, je vous écoute, si Mohamed, c'est bien, allez-y. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de toute offre créer sa propre demande? Très simplement. Si Mohamed, vous produisez des chaussures, 100 paires par jour, 100 paires de chaussures par jour. C'est une offre de 100 paires de chaussures par jour. Vous les produisez parce qu'il y a des acheteurs de 100 paires. Voilà, tout simplement. Il y aura un équilibre, il y a un équilibre entre ce que vous produisez, vous, juste c'est un exemple, hein. D'accord? Oui, monsieur. Tout bien offert fait l'objet d'une demande. Et au niveau macroéconomique, l'ensemble des biens offerts, et donc l'offre globale, est égale à l'ensemble des biens demandés, et donc la demande globale. C'est bon? Monsieur, Oui, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, monsieur, et s'il y a un déséquilibre dans l'économie, il va réguler par soi-même. genre de lui-même. De lui-même. Grâce à quoi? Grâce à l'ordre naturel. Je reviens encore. Rappelez-vous de cette hypothèse de la main invisible, de l'ordre naturel, du déterminisme naturel. Le système est régi par l'ordre naturel. Je peux continuer? Oui, monsieur, merci beaucoup. Je vous en Monsieur, prie. Oui. La main invisible, comment ça se fonctionne? C'est qui? Je connais de Maya. Mouad Oumeri, c'est ça? Oui. Mouad, je vais vous répondre et ça va peut-être vous faire rire et faire rire vos camarades. Quand on parle de main invisible, Mouad, qu'elle est invisible, c'est l'ordre naturel. Donc, Mouad, je ne peux pas vous dire, voilà comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous dire que ça fonctionne de telle ou telle façon. C'est une puissance naturelle. C'est un ordre naturel. Le système fonctionne. Le système est régi par cet ordre naturel.
Vous me comprenez? Oui. Donc, il n'y a pas comment dire, je ne peux pas vous préciser le mode de fonctionnement moi, de cet ordre naturel. C'est la main invisible. D'ailleurs, le qualificatif invisible, je vais traduire en arabe, yad khafiya. Le système est régi par le principe de la main invisible. Donc, c'est une main qu'on ne voit pas, elle n'est pas visible. Vous comprenez? Et Oui, le système est régi par cette puissance naturelle. Si j'étais en présentiel, j'aurais donné plus d'explications, mais là, comme c'est enregistré, c'est public, tout le monde peut voir ça, je ne voudrais pas je ne veux pas avancer certains éléments parce que certains d'entre vous pourraient ne pas les comprendre. Et comme je ne vous connais pas encore bien comme il faut, donc là, je suis obligé de prendre un certain nombre de précautions. Merci, Mouad. Merci, monsieur. C'est à la limite, bon, je vais le dire quand même, c'est le bon, je vais le dire, ça fait rire Besma, d'accord? Je vais le dire, c'est le principe du l'uktub. ما نجحتيش اكتب عليك ما نجحتيش. Vous n'êtes pas responsable. C'est un exemple. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails, je ne voudrais pas les développer, ça risque de ne pas être bien compris par certains, ça peut peut-être choquer certains. C'est le principe de la main invisible, c'est ainsi. Le destin. Monsieur. Voilà, heureusement que vous êtes là, le destin. Le destin, voilà, vous avez donné la réponse. Moi, je préfère ne pas développer ça parce que j'ai des idées particulières, hein, vous savez. Monsieur. Monsieur. Oui. Monsieur, Oui, Hela. la monnaie neutre ou passive, parce que quoi? Comment? Aoud. Je t'écoute, La monnaie neutre ou passive? Oui. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce qu'elle n'exerce aucune influence, aucun impact sur l'équilibre général. Il y a Mouad qui rigole, qui rit. Donc j'ai dit, vous n'avez rien compris. Alors, ça veut dire qu'elle n'exerce aucun impact, aucune influence sur l'équilibre général. Pardon, monsieur, pardon. Non, mais c'est bien, Mouad. Au contraire, ça me fait plaisir de voir comment réagissent les uns et les autres. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de Besma, maintenant j'évoque le cas de Mouad. C'est bien. Au contraire, c'est une réaction positive, Mouad. C'est bien. Il y a Kamikaze qui n'apparaît pas. Alors, j'ai Siham. Oui, Siham. Est-ce que cette main invisible, on ne peut pas la contrôler? Siham. Monsieur. Siham. Attendez, Siham. On a dit que c'était une main invisible. Nous avons dit que c'était une puissance naturelle. Est-ce qu'on peut la contrôler ou pas? Non. Tout simplement parce que Siham, si on précise qu'on peut la contrôler, cela signifie que le système n'est pas entièrement régi par cette main invisible. Cette main invisible explique l'inexplicable. Cette puissance naturelle explique l'inexplicable. Cette main permet de justifier, en certains cas, l'injustifiable. C'est pour cela que, dès le départ, je vous ai précisé qu'il faudrait inscrire ce discours. Désactivez vos micros, désactivez vos micros. C'est pour cela que, dès le départ, je vous ai demandé de vous inscrire dans un cadre purement abstrait, théorique. On ne peut pas la contrôler. Le système est régi par cette main, et à partir du moment où on adopte cette hypothèse, on comprend aisément que le fonctionnement du système trouve son explication fondamentalement dans ce déterminisme naturel. Il y a un équilibre général automatique
que parce que nous nous trouvons dans le cadre d'un déterminisme naturel. Il y a un équilibre social tout simplement parce que l'on se trouve dans le cadre de ce déterminisme naturel. Donc, ne cherchez pas des questions qui, en fait, ne s'inscrivent pas dans la logique de l'école classique. La main invisible est là et elle détermine le mode de fonctionnement du système. Monsieur, Oui, Hasna. monsieur, on peut dire que l'équivalence du système est dessinée par la main invisible. L'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous entendez par équivalence, Hasna? Si le système est équilibré. Non, alors parler d'équilibre. L'équilibre s'explique par un ordre naturel. D'accord? D'accord. Monsieur, Bon. on peut dire que la main invisible a un rôle pour éliminer tout système qui ne peut pas conquérir. Qui ne peut pas Conquérir. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tout Qui n'a système pas qui la ne peut... capacité de conquérir dans le marché, monsieur. Non, il ne faut même pas se poser cette question, Youssef. Youssef, ne vous posez même pas cette question, s'il vous plaît. Limitez-vous à leurs principes de base, à leurs hypothèses de base, s'il vous plaît, Youssef. Et à partir de ces hypothèses de base, tirez les conclusions qui s'imposent, sans vous dire « Ah, est-ce que la main invisible peut être défaillante à tel ou tel moment? Est-ce que le court terme peut être d'une année ou d'un mois ou d'une journée ?» Non, ce n'est pas la peine. Gardez les principes de base de cette école. Et ce sont ces principes de base qui expliquent l'approche théorique. D'accord, Youssef? D'accord, monsieur. Monsieur, Oui. le principe de la main invisible, est-ce que c'est la Oui. même chose de dire, Pardon? est-ce que c'est la même chose de dire que le train est Rien. parti? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Je n'entends rien. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, là j'entends, oui. Le principe de la main invisible, est-ce que c'est la même chose de dire le train est parti au lieu de j'ai raté le train? Fouad rigole, kamikaze qui est il a raison. Oui, c'est une façon je ne dirais même pas, parce que quand vous dites le train est parti, au lieu de dire j'ai raté le train, vous responsabilisez le train, pas vous-même. D'accord? Le principe de la main invisible est autre. C'est-à-dire que, laissez-moi terminer mon explication. Donc, le principe de la main invisible est autre. Ça signifie que le système est régi par la main invisible. Et donc, toutes les explications renvoient au principe de la main invisible et à l'ordre naturel et au déterminisme naturel. L'équilibre général économique est naturel. L'équilibre social est naturel. Le système ne peut connaître de déséquilibre. À court terme, peut-être, mais il se résorbe naturellement de lui-même. C'est l'ordre naturel qui est à la base de toutes ces explications. Et c'est cela qui permet de dire que la monnaie, en fait, n'est qu'un voile qui masque la réalité des échanges. Les échanges sont des échanges de biens contre biens, puisqu'ils se servent mutuellement de débouchés. À partir du moment où vous dites qu'ils se servent mutuellement de débouchés, vous énoncez le principe de l'équilibre général. Grâce à quoi? L'ordre naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout à l'heure, Besma, quand j'ai parlé de Mktoub, oui, c'est train, je peux dire autre chose. Je n'ai pas réussi mon examen d'économie monétaire. مكتوب تحت عند هذاك الاستاذ مثلا فهمتي عندك الاستاذ هادشي اللي كتب عليا
Je vais essayer de changer de groupe, d'ensemble, par exemple. مكتوب عليا ما بغاوش يبدلوني فهمتي oui etc etc. Hier j'ai reçu un message WhatsApp qui m'a semblé très intéressant parce qu'il est très rigolo et j'ai demandé avis à certains ex-étudiants pour dire est-ce que je peux l'envoyer à mes étudiants de cette année. Et puis j'ai hésité, je ne l'ai pas envoyé et je me suis dit je vais leur envoyer, ça va les faire rire un peu, ça va les détendre et les préparer aux 2 séances de ce matin. Et puis j'ai hésité et je ne l'ai pas envoyé, mais c'était un message assez rigolo, donc je pense qu'il vous aurait fait rire, mais il fallait le prendre au niveau du premier degré. Mais comme je ne vous connais pas encore bien comme il faut, je n'ai pas voulu envoyer ce message. Bien. Alors, là, il est 10 heures. On s'arrête un quart d'heure et on reprend la séance dans un quart d'heure. D'accord? Le temps de souffler un peu. À tout de suite. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur.